Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, une vidéo au format long. Et je suis assez content de pouvoir déposer ce format sur cette plateforme. J'avais envie de prendre le temps, puisque c'est aussi l'un des principes de l'Ayurveda et l'une des premières mesures de santé, c'est de savoir prendre le temps. Et j'en avais un petit peu marre de devoir comprimer les vidéos ou les propos que je voulais partager sur des formats short, sur des réels qui doivent pas dépasser 3 minutes. Et j'avais envie en fait de vraiment prendre le temps, surtout pour parler d'un sujet qui est assez large, pouvoir prendre le temps de le détailler, qui est le sujet du cadmium. Alors j'ai choisi ce sujet pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un sujet d'actualité, que voilà, j'en entends beaucoup parler en consultation, je vois que ça a un peu inquiété de nombreuses personnes, mais j'ai surtout choisi d'en parler aujourd'hui puisque pour moi, le cadmium illustre et invite parfaitement l'Ayurveda. Et on verra que justement, il vient révéler, il est témoin de l'état de notre société et de nombreuses choses. Et justement, la manière dans laquelle l'Ayurveda va venir envisager cette substance, comment est-ce qu'on peut s'en protéger, comment est-ce qu'on peut l'éviter, eh bien, ça va venir illustrer tout un tas de principes qui sont, à mon avis, très utiles dans notre contexte et qui vont nous permettre de plonger et de comprendre aussi comment est-ce qu'on peut utiliser l'Ayurveda et comment l'Ayurveda est au service de notre santé. Donc je vais essayer de détailler sans trop m'étayer non plus sur certaines choses qui sont déjà bien connues, qui ont été beaucoup dites. Donc sur toute la partie de la définition des aliments concernés, etc., on va passer assez vite dans cette vidéo, mais on va surtout se concentrer sur concrètement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que ça doit nous inviter à réfléchir, à repenser, à reconsidérer eh bien, ce sujet du cadmium. Donc déjà pour quand même définir un petit peu ce dont on parle quand on parle de cadmium, on parle d'un métal lourd. Alors vous avez sûrement entendu parler des métaux lourds. Alors quand on parle en général de métaux lourds dans un contexte sanitaire ou de santé, dans une notion de risque, on parle bien évidemment de métaux qui sont pathogènes pour l'organisme, soit qui sont pathogènes quand elles sont à une certaine dose, soit qui même un simple contact vont les rendre extrêmement dangereuses et nocives pour l'organisme. D'accord. Et dans les métaux lourds, eh bien, il y en a plusieurs. Il y a le mercure, il y a le plomb et le fameux cadmium. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que le cadmium est naturellement présent dans le sol, donc c'est un métal lourd avec lequel on a déjà été en contact. C'est pas quelque chose de nouveau. La seule nouveauté aujourd'hui, c'est qu'en fait, les doses de cadmium, et surtout en France, sont anormalement élevées et l'exposition qu'on a par les aliments concernés et par le fait que ces aliments soient des aliments qu'on consomme beaucoup, et surtout une certaine partie de la population, notamment les enfants, eh bien, ce qui est préoccupant, c'est la charge de cadmium, puisqu'on a des doses qui sont anormalement élevées et qui peuvent effectivement eh bien, nuire à la santé. Pourquoi est-ce que ça nuit à la santé? Eh bien, on va voir que le cadmium, en fait, il ne doit pas rentrer dans le corps, puisque c'est un métal lourd dont le corps n'a pas d'utilité. Il y a d'autres métaux, il y a d'autres choses dans la nature qui sont présentes et dont notre corps peut et doit utiliser, et qui peuvent être par contre nocives dans une notion de quantité. Mais sur le cadmium, la problématique, c'est qu'il ne sert à rien pour le corps et qu'il est très difficile à évacuer, surtout quand il y a des doses importantes. Et l'excès de cadmium, en fait, ce métal lourd, quand il va commencer à se stocker dans le corps, ou en tout cas à tourner en boucle par les différents systèmes de notre corps qui vont essayer de l'éliminer, eh bien, il va donner lieu à des complications. Il va affaiblir notre organisme et ça peut donner lieu à des cancers, notamment au niveau du rein et diverses pathologies au niveau du rein, puisqu'on verra qu'il va se stocker particulièrement sur cet émonctoire, cet organe-là, mais aussi l'ostéoporose, des maladies chroniques, des inflammations. Bref, c'est quelque chose qui peut engendrer beaucoup de complications. Les aliments qui sont concernés par le cadmium, vous pourrez trouver, je vous mettrai dans la description de cette vidéo, des listes exhaustives et extrêmement précises, mais en gros, ça va surtout concerner les céréales, et notamment le blé, ça va concerner le chocolat, et ça va concerner certains légumes racines. Ok. Et là où ça va être problématique, et on verra que c'est intéressant aussi
dans la piste de solution, c'est que ce sont des aliments qui sont, en tout cas en France, énormément consommés. Et notamment dans le petit déjeuner, puisque c'est surtout ce type de céréales qui va être concerné. Ça va être toutes les céréales du matin, les muesli, tous ces paquets de céréales en fait qu'on vient servir notamment en France beaucoup aux enfants au moment du petit déjeuner. Alors, avant d'aller plus loin dans les solutions, j'aimerais détailler aussi un mécanisme qui va nous apporter beaucoup de clés dans l'appréhension des solutions. L'idée, c'est de comprendre, mais qu'est-ce qui fait qu'un métal lourd qui ne sert pas pour notre corps puisse pénétrer dans notre corps? Puisque notre corps, normalement, il est censé, à travers différentes barrières, eh bien, pouvoir faire un tri entre ce qu'il veut qui rentre et ce qui veut qu'il ne rentre pas. D'accord? Et on a pour ça un système immunitaire, on a des barrières, donc on a un intestin avec une membrane, et cette membrane est normalement chargée de faire un tri et de laisser rentrer certaines choses. Donc c'est ce qu'on appelle les entérocytes, qui sont des petites, on appelle ça des villosités intestinales, comme un balai brosse un petit peu, c'est des petites jonctions qui sont normalement serrées et qui ne vont pas laisser passer n'importe quoi. Et c'est pour ça que on dit souvent d'ailleurs en Ayurveda que ce qui compte, c'est pas juste ce qu'on mange, c'est ce qu'on est capable d'assimiler. Et donc le corps, par le processus digestif, va transformer la nourriture pour qu'elle puisse être assimilée et pénétrer à travers et traverser cette membrane digestive pour ensuite être véhiculée par des liquides physiologiques comme le sang et la lymphe par exemple. Ok? Donc, qu'est-ce qui fait que le cadmium peut rentrer dans le corps? Eh bien, il y a un transporteur, c'est-à-dire que dans notre corps, on a des transporteurs, c'est comme des petits camions qui permettent de faire rentrer certaines choses, et on en a un qui s'appelle le DMT1. Et ce transporteur, il est normalement utilisé et sollicité par le corps pour le fer. Okay, le fer, pour pouvoir passer dans le corps, il va avoir besoin de DMT1. Okay, et ce qui est intéressant, c'est que le cadmium, qui est aussi un métal, eh ben, il va utiliser le même transporteur. Et retenez bien ce principe puisqu'il va venir illustrer une grande partie des solutions. Et ce qui se passe, entre autres dans le cadmium, parce que la voie d'absorption majoritaire du cadmium, c'est surtout par l'alimentation. D'accord? On estime que si on prend un échantillon, parce qu'il y en a aussi dans ce qu'on respire, par le tabac et par aussi l'air et puis certaines applications externes, ça représenterait en fait que 2% de la source de contamination. Donc la vraie contamination au cadmium, elle se fait surtout par l'alimentation. Et qu'est-ce qui va faire que le cadmium va pouvoir facilement passer à travers la membrane de l'intestin par le DMT1? C'est notamment la carence en fer. Toute situation d'anémie va faire et va engendrer que le corps va sécréter plus de DMT1. C'est un petit peu logique. Si le corps manque de quelque chose, il va venir booster, il va venir essayer d'augmenter sa réceptivité à tout ce qui pourrait être du fer. Or, on a vu que le cadmium prenait le même camion, le même transporteur que le fer. Donc, dès qu'il y a anémie, dès qu'il y a carence dans un minéral, qui est le fer, eh bien, potentiellement, on a plus de chances que le cadmium qui est déjà dans l'intestin, potentiellement, eh bien, y rentre. Ce qui est intéressant aussi, c'est pour ça qu'il y a certaines parties de la population qui sont plus exposées, qui sont plus vulnérables par rapport au cadmium. C'est-à-dire que à charge égale, même si là aujourd'hui on est dans une charge qui est démesurée, c'est ça le problème, à charge égale, eh bien, une femme ou un enfant ont plus de chances d'être intoxiqués au cadmium puisque ce sont les parties de la population qui sont les plus sujets à la carence en fer, et notamment les femmes par le phénomène des menstruations. Ça, c'est la première chose. La première chose qui peut effectivement favoriser l'absorption du cadmium dans l'organisme, ça va être une carence en fer par ce transporteur qu'on appelle le DMT1. Mais ce n'est pas la seule chose. Notre organisme, comme on l'a vu au début, c'est une entité qui est chargée de faire le tri entre ce qui peut rentrer et ce qui ne peut pas rentrer. C'est d'ailleurs le cas dans certains aliments, certaines choses. La problématique, c'est que dans la contamination au cadmium, on a aussi d'autres entités qui vont rentrer en jeu dans la protection de l'organisme face à ce métal lourd. L'une de ces choses-là, par exemple, ça va être le mucus digestif. D'accord? Dans notre membrane digestive,
on a un mucus, c'est-à-dire une forme de liquide qui va permettre justement, entre autres, d'emprisonner, de retenir certaines choses. On a aussi dans l'intestin une flore intestinale avec certaines bactéries qui peuvent aussi avoir un rôle dans la captation de certains métaux lourds pour qu'ils soient captés, qu'ils ne puissent pas tout de suite pénétrer dans l'organisme. Et notamment, une bactérie qui est bien connue, que vous trouvez dans de nombreuses marques de probiotiques, c'est la lactobacillus. Okay, cette bactérie qu'on a naturellement dans l'intestin, eh bien, elle a pour rôle notamment de neutraliser les métaux lourds. En tout cas, elle ne va pas le faire toute seule, mais c'est une des entités qui peut aussi y contribuer. Ensuite, à travers notre foie, on va avoir des choses qui vont être sécrétées pour pouvoir justement capter et favoriser le fait qu'on va évacuer, excréter les métaux lourds. Et ça, c'est une protéine qu'on appelle la métallothionéine, et entre autres aussi le glutathion. Et ça va être le foie qui va pouvoir sécréter ça pour pouvoir effectivement disposer de mécanismes qui vont permettre d'évacuer, de détoxifier tout ce qui va pouvoir encombrer le corps et notamment les métaux lourds. Donc, on voit que notre corps, il est quand même fait, c'est ça qui est rassurant, il est fait pour quand même lutter, faire du tri et empêcher, jusqu'à une certaine mesure, les métaux lourds de rentrer. Et ce qui va être précurseur, c'est-à-dire qu'on a aussi, c'est ça qui est intéressant, on a des minéraux qui vont venir soutenir la sécrétion notamment de la métallothionéine, et un de ces minéraux-là, un de ces oligo-éléments, c'est le zinc. Okay, et on va voir que des carences minérales, donc on a vu que la carence en fer pouvait augmenter le passage du cadmium dans l'organisme, mais la carence en zinc aussi va rendre notre organisme plus faible, va le mettre plus en difficulté dans la gestion des métaux lourds, justement par notamment ces substances que sont la métallothionéine et le glutathion. Donc ce point-là est extrêmement intéressant. Et il y a une dernière chose aussi, pour terminer, dans les mécanismes du corps pour empêcher un métal lourd de pénétrer, on va avoir également l'étanchéité intestinale, c'est-à-dire que nos jonctions serrées, c'est-à-dire les villosités sont normalement bien serrées entre elles, de sorte à ce que tout ne peut pas nécessairement si facilement passer dans le corps. Okay, là où ça va être compliqué, c'est que la famille d'aliments qui est concernée par le cadmium, c'est souvent du coup des céréales qui comportent du gluten. Et le gluten contient une substance qu'on appelle la zonuline qui va favoriser l'ouverture des jonctions serrées de l'intestin. C'est pour ça que le gluten peut être si aujourd'hui polémique et si sujet à précaution. C'est pas uniquement parce que c'est du gluten, mais c'est par un mécanisme en fait qui peut potentiellement favoriser la porosité intestinale. C'est-à-dire que l'étanchéité de l'intestin, si elle est correcte, normalement, je ne vais pas dire que le cadmium ne peut pas passer, surtout quand c'est des grosses doses, mais limite d'une certaine manière quand même l'entrée du cadmium. Lorsqu'il y a porosité intestinale, potentiellement le cadmium va plus facilement rentrer. Lorsqu'il y a carence minérale, carence en fer, carence en zinc, en d'autres minéraux aussi, en magnésium par exemple, pareil, les mécanismes du corps qui sont chargés de réguler la gestion des métaux lourds vont être faibles. Et aussi la flore intestinale, donc dès qu'il va y avoir dysbiose intestinale, potentiellement plus grande difficulté à gérer le cadmium. Pour terminer, le problème du cadmium, c'est qu'il va être synthétisé par le foie, mais que le cadmium, en fait, il est assez petit. Et il va vite, en fait, dans ce côté petit, en fait, le foie, lui, son rôle, ça va être de venir détoxifier, nettoyer, surtout des particules qui sont assez grosses pour commencer à soulager le rein, puisque le rein est aussi un émonctoire, un filtre du sang. Et le rôle du foie, c'est, on va dire, de prémâcher un petit peu le travail, de faire le premier job, on va dire, de nettoyage, de contrôle de la qualité du sang, notamment, et pour ensuite venir le relarguer au rein, qui est un petit peu un des derniers filtres. Or, lorsqu'on a des particules, des choses, et notamment des métaux lourds à venir nettoyer, lorsque ces derniers sont assez petits, ils vont avoir tendance à ne pas être si facilement traités par le foie et à venir se mettre dans les reins. Et la problématique du cadmium, c'est qu'il peut venir se stocker, se déposer dans le rein et des fois repartir et retourner dans la boucle de la circulation sanguine. Donc, le cadmium, il va plutôt toucher le rein. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs pathologies du rein qui peuvent être
incriminés par la présence du cadmium. La problématique aujourd'hui, c'est que malgré les mécanismes de défense qu'on a, la charge d'exposition est tellement importante que ça ne suffit plus. Et donc, on va voir dans cette partie les solutions. Le cadmium est une problématique qui témoigne d'un phénomène structurel. On a pu aujourd'hui voir que l'exposition au cadmium et la présence de cadmium étaient majoritairement dues à l'utilisation de certains pesticides et à la manière avec laquelle on cultivait, on produisait. Donc, cette histoire de cadmium, bien sûr, elle peut faire peur, mais pour moi, on ne doit pas se concentrer uniquement sur ça. Puisqu'aujourd'hui, c'est le cadmium, mais demain, il est possible qu'on trouve un autre pesticide, un autre métal lourd, parce qu'aujourd'hui, on ne le connaissait pas encore, et je suis sûr que dans les années à venir, on va découvrir encore d'autres choses. Et donc, pour moi, cet épisode du cadmium, il est simplement l'opportunité de comprendre qu'on ne peut pas compter sur un modèle industriel pour notre santé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quand on cultive des aliments, des choses qu'on va ingérer et qui vont avoir un impact sur notre santé, à partir du moment où ces aliments sont cultivés dans une logique de rentabilité, on ne peut plus les considérer comme sains ou comme ayurvédiques. C'est pour ça que le cadmium doit nous faire envisager un mode de vie ayurvédique, puisque que ce soit juste à cause du cadmium ou à cause des potentiels autres risques qu'on va avoir, on ne peut plus compter sur notre société, sur la logique industrielle, sur la surabondance, sur la surproductivité, sur l'uniformité des légumes, des fruits, des céréales, des choses comme ça. On ne peut plus se passer de la saisonnalité sans comprendre l'impact que ça a pour notre santé. Donc le cadmium, je le vois aussi comme une bonne chose, c'est que ça pousse certaines personnes à se poser des questions et à comprendre que peut-être la manière de s'alimenter n'est pas la bonne. Alors, la première solution, ça va concerner effectivement de réduire son exposition. La première chose qui pour moi me semble évidente, c'est de passer d'ores et déjà à une consommation de légumes, de fruits et de céréales biologiques. Même si effectivement il a été prouvé que même dans des modes de culture biologique, on pouvait aussi retrouver du cadmium, n'empêche que la production biologique, elle garantit l'éviction de pesticides, elle garantit l'éviction de tout un tas de substances qui vont justement alourdir notre feu digestif et du coup qui vont aussi potentiellement impacter les mécanismes de défense du corps. C'est-à-dire qu'en plus du cadmium, quand on prend des céréales non biologiques, le corps va devoir aussi gérer et nettoyer tout un tas de pesticides qui sont utilisés, tout un tas aussi d'arômes de synthèse qui vont être utilisés, tout un tas d'additifs qui vont aussi être utilisés. Et ça, l'alimentation biologique, elle restreint énormément l'usage des arômes, l'usage des additifs, et elle interdit concrètement, et j'ai travaillé dans la filière biologique, donc je peux vous le garantir, les contrôles sont très sévères, l'éviction de tout pesticide dans le mode de culture comme dans le sol. Donc l'alimentation biologique est une alimentation qui permet déjà dans un premier temps de réduire l'exposition et en tout cas la sollicitation du corps. Le corps est déjà tellement sollicité qu'on va essayer de lui éviter de devoir gérer en plus potentiellement du cadmium qui est malgré tout présent dans certains sols d'agriculture biologique, de devoir gérer en plus tous les pesticides, tous les additifs, tous les arômes de synthèse. La deuxième chose, c'est que le cadmium nous fait comprendre qu'aujourd'hui, manger des aliments qui sont préparés, des céréales qui sont transformées, n'est pas une bonne stratégie, puisque ce sont les aliments qui sont le plus concernés par l'exposition au cadmium, mais surtout parce que selon l'Ayurveda, ce sont des aliments qui sont lourds. Tout aliment qui est industrialisé, même s'il est biologique, tout aliment qui est transformé, qui est préparé, va perdre sa fraîcheur. Et d'une manière assez simple, en Ayurveda, si vous voulez manger à la hauteur de votre feu digestif et dans une alimentation vivante qui va soutenir votre santé, il faut arrêter de consommer des produits transformés, des produits qui sont déjà préparés. Puisque la notion de fraîcheur en Ayurveda, elle consiste en le fait de cuisiner un produit brut et de le consommer juste après. À partir du moment où on réchauffe, où on garde, où on conserve, où on prépare déjà, où on pré-cuisine des choses,
on perd la notion de fraîcheur et le prana, l'énergie vitale des aliments, est complètement appauvrie. Donc, pour pouvoir nourrir correctement notre corps et parce qu'on verra que le cadmium, c'est surtout aussi une question de vitalité. C'est est-ce que notre corps a assez de vitalité? Est-ce que la flore intestinale est assez équilibrée? Est-ce que le mucus digestif aussi? Est-ce que l'étanchéité de l'intestin est bien? Est-ce que le foie est en bonne forme pour pouvoir, s'il y a exposition, et on verra que dans notre monde et dans notre société, il y a exposition. Donc on ne peut plus simplement se satisfaire de limiter l'exposition, parce que ça me paraît très compliqué. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'ores et déjà adapter un mode de vie qui va monter la vitalité, monter l'immunité, monter le feu digestif pour que malgré l'exposition qu'on va avoir malgré nous, on puisse s'en défendre. Et bien sûr, l'idée, ça va être de s'exposer le moins possible. Et donc, l'idée aussi qui est très intéressante avec l'Ayurveda, c'est de comprendre l'usage des céréales. Et pour moi, ce cadmium, il est aussi très intéressant pour reconsidérer la manière avec laquelle on mange. On a vu que les aliments les plus concernés, c'était les céréales. Qu'est-ce qu'une céréale en Ayurveda? La céréale, elle s'appelle Shukadhanya. Et en Ayurveda, on voit toujours un aliment par rapport à ses qualités. Et les qualités de la céréale, c'est qu'elle contient l'élément terre et l'élément eau. Et que c'est une substance qui a la saveur douce, madura rasa. Et cette saveur douce, le fait qu'elle contienne l'élément terre et l'élément eau, fait de la céréale un aliment anabolique, un aliment qui nous fait prendre de la masse, qui nous fait prendre du poids, du volume, qui est assez lourd et qui est intéressant dans des saisons où effectivement on a moins de légumes, moins de fruits et aussi on a un feu digestif qui est plus important. Donc par exemple l'hiver, donc pour nous en Ayurveda, la céréale est plus un produit d'hiver, puisque d'ailleurs c'est ce que la nature nous montre aussi et nous invite à consommer, c'est-à-dire que elles étaient faites pour ça aussi les céréales, c'était des choses qu'on récoltait, qu'on stockait, et le fait de manger ça permettait justement de garantir dans les moments où on a moins de fruits, moins de légumes, tout de même des nutriments et tout de même des choses qui vont nous permettre de nous nourrir. De plus, ce côté lourd va être important quand effectivement on va avoir une dépense physique. La notion de glucides est très importante quand il y a une notion d'activité physique et d'effort. Or, dans le contexte d'aujourd'hui, on n'a jamais été autant sédentaire, on n'a jamais eu autant des feux digestifs faibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur 10 personnes que je reçois en consultation, j'en ai 8 qui souffrent de troubles digestifs et qui se plaignent au moins une fois dans la semaine de maux de ventre, de ballonnements, qui n'ont pas forcément une bonne satiété, qui n'ont pas de l'appétit à tous les repas, qui n'ont pas forcément des selles correctes. Donc, on est tous d'une certaine manière en troubles digestifs. Et le fait de manger un petit peu moins de céréales, selon moi, ça nous permet d'une part d'éviter d'être trop exposé au cadmium et d'une seconde part, d'alléger un petit peu nos organismes dans un contexte de sédentarité et dans un contexte de feu digestif affaibli. Ça ne concerne pas les personnes qui ont un bon feu digestif et qui vont faire une activité physique. Et pour ces personnes-là, les céréales qui étaient majoritairement concernées par le cadmium, c'est le blé. Et heureusement, il n'y a pas que le blé dans la vie. Et c'est aussi cette histoire, une opportunité peut-être de découvrir et de diversifier notre alimentation, puisque le blé aujourd'hui s'est imposé dans l'industrie, mais il n'y a pas que ça. Nos amis bretons utilisent encore énormément le sarrasin. On a aussi, qui n'est pas vraiment une céréale, une graminée, mais on a la quinoa, qui est une substance qui est extrêmement intéressante. On va avoir aussi le millet, qui est une céréale qui va aussi être très intéressante et qui est à redécouvrir. Et ensuite, comme on l'a vu, c'est ces trois céréales qui vont, pour les personnes qui ont besoin de céréales, il n'y a pas que le blé et le cadmium peut nous permettre justement d'aller réduire la consommation de cet aliment qui, à mon avis, est consommé en trop grosse quantité, notamment pour des enfants. Un enfant, il est dans une phase de sa vie où il est en période kapha, il est en période d'aggravation de l'élément terre et de l'élément eau, puisqu'il est dans un moment où il est en train de se constituer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui ont de l'asthme, qui ont beaucoup le nez qui coule, qui ont des infections ORL à répétition, qui bougent de moins en moins. Et pour ces enfants-là, le fait d'aller écarter un petit peu les céréales me semble intéressant et d'aller justement reconsidérer les légumes, les fruits, les produits vivants, les produits disponibles. Bien sûr, en Ayurveda, on ne va pas nécessairement les consommer uniquement crus. Je ne dis pas qu'il faut devenir crudivore et qu'il faut faire que des diètes de fruits et légumes. On va d'abord les consommer pour garder justement un maximum de minéraux
eh bien, sous des cuissons douces, par exemple les cuissons à la vapeur avec le fameux vitaliseur de Marion que je conseille d'ailleurs pour garder justement une disponibilité dans l'apport nutritif des légumes et avoir en même temps un côté digeste. Et surtout, là, ce qui va être intéressant, c'est comment est-ce qu'on consomme nos légumes. Puisque le problème des légumes, c'est qu'ils ont énormément perdu leur capacité nutritive, leurs vitamines, leurs minéraux, puisqu'on a dans notre ère et dans cette logique industrielle qui est là, et dont le cadmium est la résultante. Le cadmium est simplement le résultat, le témoin de cette agriculture, de cette consommation abondante, de cette production abondante qui n'a jamais pris en compte les apports nutritifs et la santé que pouvait garantir un aliment, mais simplement une logique de production et de rentabilité. C'est pour ça que le cadmium nous force à peut-être envisager de changer de modèle de se nourrir, de vivre, de rapport au temps. C'est pour ça que je disais dans ce début de vidéo, j'avais envie pour cette vidéo de prendre le temps, puisque l'un des facteurs qui nous rend le plus malade, c'est notre rapport au temps, c'est le fait qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de tomber malade, donc notre immunité ne peut pas complètement maturer, on n'a pas le temps de manger, donc on se met en indigestion chronique et on crée des situations toxémiques qu'on entretient d'année en année et qui peuvent aboutir sur des pathologies lourdes, ces fameuses pathologies modernes. On ne prend pas le temps de respirer, on ne prend pas le temps de bouger. Et donc, toutes nos pathologies aujourd'hui, en tout cas les pathologies modernes, sont en Ayurveda le résultat d'une mauvaise utilisation des substances. Et dans les substances, il y a notamment les aliments, c'est-à-dire manger des aliments lourds alors qu'on n'a pas un mode de vie qui nous permet de bien les utiliser et d'utiliser mal une substance primordiale qui est le temps, ce qu'on appelle kala. Le temps est une substance. Et donc, on ne peut pas résoudre un problème si on ne change pas l'état d'esprit qui est à la cause de ce problème. Et le cadmium est le résultat d'une agriculture, d'un rapport au vivant qui est dans une logique de production, de rentabilité et non d'une qualité et d'un apport dans la santé et dans ces notions chères à l'Ayurveda de respect au vivant, de saisonnalité et de fraîcheur. Et donc, les légumes, la problématique, c'est que dans le temps, on a sélectionné des types de légumes ou de fruits pour leur rentabilité. On a aussi mis en place des processus de conservation qui ont énormément appauvri la disponibilité des éléments nutritifs de certains fruits et de certains légumes. On commence à les cultiver dans des saisons qui ne correspondent pas aux saisons normales de ces légumes-là. Donc dans notre corps, dans sa physiologie, il vient s'adapter à ce que la saison porte en qualité. C'est-à-dire que les temps d'ensoleillement, les qualités qu'il y a dans la nature vont directement impacter la qualité de notre biologie. Et les légumes et les aliments qui sont disponibles dans la saisonnalité en question correspondent à la capacité que notre corps a de les métaboliser. Par exemple, tous les produits qui sont disponibles en hiver correspondent au fait qu'effectivement, dans notre corps, par le froid, le sang est concentré au centre du corps, donc on a beaucoup plus de capacité digestive, et donc c'est logique de manger des produits lourds, des légumes racines, des céréales, des fromages, des viandes par exemple, puisqu'on est dans une disposition de ça et qu'on est dans une période où on vient se refaire un petit peu son onctuosité, son hydratation, sa masse, puisqu'on est connecté à cette période lunaire, cette période d'émission, de rafraîchissement, d'humidité. Par contre, de manger des produits d'été en hiver, ça va créer un décalage dans la manière dont notre biologie est configurée et ce qu'on lui apporte. Donc ça, déjà, première chose, c'est le décalage de saisonnalité qui déjà commence à affaiblir notre santé et à être coûteux pour l'organisme. La deuxième chose, c'est le fait d'avoir calibré des fruits et des légumes pour qu'ils aient la même taille, pour qu'ils aient une couleur particulière, pour qu'ils aient une production particulière, pour qu'ils aient une résistance particulière, ou le fait d'utiliser des légumes et des fruits qui sont cultivés dans un environnement où il y a peu de contraintes climatiques, donc qui ne va pas pousser justement le vivant à développer sa vitalité et sa résistance, fait qu'on est aujourd'hui, et ça a été prouvé, que dans une orange, aujourd'hui, il y a 50 fois moins de vitamine C que dans les oranges d'il y a 50 ans. Et ça, c'est le résultat justement d'une alimentation qui a été standardisée et qui a été choisie pour des notions, pour des critères d'argent en fait, de coût, de rentabilité. Donc je suis pas en train de porter un coup de gueule sur le capitalisme ou sur ces choses-là. Je suis juste en train de dire que ça, ce n'est pas compatible avec l'Ayurveda, qui est simplement une science du vivant et ce n'est pas en accord avec la vie.
avec les conditions de la vie, les conditions normales de développement de ces choses-là. Et donc pour moi, l'une des solutions, eh bien, c'est de revenir à un mode de production à échelle locale et à échelle qu'on peut la plus contrôler possible. Donc l'idéal, c'est que si vous avez un jardin, eh bien, de cultiver vos propres légumes. C'est pour moi aujourd'hui quelque chose de nécessaire, au-delà d'être quelque chose de génial, parce que on prend conscience justement de notre rapport à la terre, de la notion des saisons. On voit effectivement qu'une plante se comporte pas pareil. Et dans notre étude de l'Ayurveda, pour moi, planter un potager, il n'y a rien de mieux pour étudier l'Ayurveda. Ça vaut tout un tas de livres et de concepts indiens qui essayent justement de traduire ces choses qu'on a sous nos yeux et que nos anciens faisaient. Et d'ailleurs, ça fait pas si longtemps que ça, en fait, qu'on peut acheter des choses complètement à l'extérieur. Parce qu'avant, en fait, cultiver ces légumes, c'était quelque chose de naturel. Si on n'a pas possibilité de ça, eh bien, je suis sûr que vous avez proche de chez vous des AMAP, que vous avez peut-être des gens qui ont des potagers, peut-être des personnes âgées aussi qui ont des potagers qui peuvent plus forcément s'en occuper. Donc ça, je renvoie, j'ai entendu ça de Fabien Moine et j'ai trouvé ça très intéressant comme proposition. C'est potentiellement, si vous n'avez pas la terre, ni l'espace, ni la disponibilité géographique et spatiale, eh bien d'avoir un carré à cultiver, les personnes qui en ont, et notamment les anciens, qui ont peut-être besoin aussi par leur forme physique d'aide, eh bien pourquoi pas d'aller en échange de quelques légumes et de partager la récolte, d'aller s'occuper du jardin d'un ancien, et puis potentiellement de bénéficier de son savoir-faire, de ce qu'il sait et de créer du lien social. Donc première solution. Deuxième solution aussi, c'est effectivement d'aller diversifier son alimentation. Et aujourd'hui, on l'a vu que malgré les graines, avec les conditions climatiques, c'est difficile, ça prend du temps aussi de cultiver un potager. On n'a pas toujours ce fameux temps parce qu'on doit travailler, parce qu'on est peut-être isolé de liens sociaux, bref. Pour certaines personnes, il peut y avoir l'excuse du temps et de l'argent. Et ça, c'est pas juste une excuse, c'est une réalité. Mais pour ça, j'ai quelque chose de super à vous proposer. C'est qu'on a autour de nous substances qui continuent de pousser d'année en année sans aucun entretien, sans la main de l'homme, donc qui disposent d'une énorme vitalité et qui sont présentes en abondance partout autour de nous et qu'on a même tendance à arracher ou à maudire parce qu'on se dit que ça, c'est de la mauvaise herbe et que ça nous envahit. Mais là, je parle des plantes sauvages. Les plantes sauvages et les plantes sauvages qui sont comestibles sont des substances qui sont extrêmement riches en vitamines, en minéraux, en principes actifs, puisque ces substances-là n'ont pas été sélectionnées, ont échappé à la main de l'homme et ont gardé justement leur potentiel de vitalité. Ces substances, elles sont gratuites, elles sont présentes partout. Je suis sûr que vous avez déjà vu autour de vous, de chez vous, dans votre environnement, des orties, du gaillet-gratron, du plantain, du lamier. Et ces 4 petites plantes-là, rien qu'à elles seules, elles contiennent une quantité mais énorme de minéraux, de substances, des principes actifs médicinaux qui peuvent vraiment aider la gestion des liquides dans le corps, le drainage, le feu digestif. Et ça, c'est gratuit, c'est rien du tout à faire, c'est récolter, laver et ça peut être parsemé dans des plats, ça peut être fait sous forme de jus, ça peut être fait sous forme de pesto pour être conservé. Ces plantes-là, elles sont complètement saisonnières, donc elles vont vraiment correspondre à ce que la saison invite. Et c'est pour moi une des meilleures sources pour se minéraliser correctement. Des bons légumes frais cuisinés avec un mode de cuisson qui garde les nutriments et les principes actifs, et l'utilisation des plantes sauvages. Puisque rappelez-vous qu'on a vu au tout début que c'était la carence minérale qui pouvait favoriser la contamination du cadmium dans le corps. Donc plus vous allez consommer une alimentation vivante, fraîche et digeste, plus vous allez vous minéraliser, donc plus vous allez avoir d'énergie, de discernement, de bien-être et de joie, moins vous allez être sensible au cadmium parce que déjà c'est des aliments qui n'en contiennent pas ou peu, et surtout vous allez avoir un corps qui est riche en minéraux, un intestin qui est fonctionnel et donc une meilleure capacité à vous défendre contre le cadmium et tous les métaux lourds, les pesticides qu'on peut retrouver un peu partout. Donc, pour moi, c'est une option sur laquelle il n'y a pas grand-chose à redire parce qu'une plante sauvage, c'est dispo, c'est gratuit et ça ne prend pas de temps à faire. Voilà, c'était les premiers, on va dire, mais voilà. Et là, je vais vous parler de 4 plantes qui sont vraiment géniales. L'ortie, le gaillet-gratron, le lamier pourpre ou lamier blanc s'il y a du lamier blanc chez vous, et le plantain lancéolé. En plus d'être hyper nutritives, il y en a certaines qui vont être extrêmement intéressantes au niveau médicinal. Je pense par exemple
au plantain, qui est une anti-inflammatoire naturelle, qui va être très efficace pour les allergies, pour les irritations, les bronchites, les problèmes intestinaux. L'ortie, qui va être très intéressante pour gérer les excès de déchets animaux dans le corps, pour les articulations. Le gaillet-gratron, qui va aussi favoriser la circulation de la lymphe. Le lamier, qui est une plante qui contient pas mal de tanins et de mucilage, donc qui va aussi rééquilibrer un intestin potentiellement inflammé. C'est génial, c'est très bon. Et encore une fois, c'est une manière de re-rentrer en connexion avec le vivant, avec les saisons et de faire de l'Ayurveda. Alors, dans les solutions, on a vu aussi que, eh bien, on avait des éléments qui nous protégeaient, eh bien, de l'exposition aux métaux lourds. Donc, je répète, la flore intestinale, l'étanchéité avec une membrane intestinale serrée et étanche, certaines substances que le corps sécrète, et notamment la métallethionéine et le glutathion. D'accord? Et on a aussi d'autres entités dans le corps qui vont permettre d'évacuer correctement eh bien, certaines substances et certaines contaminations. Le transit, d'accord? Un bon transit, c'est aussi une capacité d'aller évacuer rapidement ce qui va rester dans l'intestin, alors que quand il y a constipation, on peut avoir justement des débuts de complications. Et aussi, on a des liquides dans le corps qui vont participer justement à transporter des choses qui vont être filtrées par nos émonctoires, et la qualité de ces liquides, donc notamment du sang et de la lymphe, c'est des choses qui sont très importantes. Et donc aujourd'hui, la grande difficulté qu'on va avoir, c'est que dans cette exposition qu'on a de manière très importante à ces pesticides, à ces métaux lourds et aussi à des facteurs d'affaiblissement, donc la sédentarité, la nourriture réchauffée, l'indigestion chronique, le stress, eh bien là on a, si vous voulez, un ratio exposition et faiblesse qui est trop haut. Le ratio exposition, on a vu qu'on pouvait le diminuer un petit peu par rapport à nos modes de consommation, mais on ne peut pas garantir une éviction totale. Voilà, vous ne pouvez pas contrôler, ou alors il faut vraiment ne plus du tout aller au restaurant, faut tout filtrer son eau, il ne faut pas respirer certains airs, il faut rester dans des endroits particuliers. Si vous avez envie de vivre cette vie-là, c'est possible, mais si vous voulez quand même rester un peu dans le monde, vous allez quand même rester toujours avec une forme de charge de métaux lourds, de pesticides, en tout cas de polluants importante. Par contre, ce que vous pouvez monter dans votre curseur, c'est votre force et votre capacité à correctement vous défendre ou à correctement gérer l'exposition, le stress, les métaux lourds, les pesticides et tout ça et tout ça et tout ça. Donc aujourd'hui, on sait que quand il y a une situation de ama, c'est-à-dire en Ayurveda, quand il y a de l'indigestion chronique et une forme de fermentation longue dans le corps qui peut être entretenue par des indigestions à répétition, par une alimentation qui ne correspond pas à notre satiété réelle, donc par le fait de manger trop souvent, en trop grosse quantité, de mélanger certains aliments qui ne nous correspondent pas, de ne pas alléger ou en tout cas de ne pas respecter certains cycles saisonniers. Tout ça va participer justement à affaiblir le corps, avec le résultat de ces indigestions, ces aliments pas complètement digérés, ce qu'on appelle la toxémie en Ayurveda. Et au bout d'un moment, en fait, ce truc pas digéré qui fait pas vraiment partie de nous, mais qui est quand même en nous, va créer une irritation et une inflammation. Et c'est potentiellement ça qui va commencer à dégrader nos mécanismes de défense et de régulation. Ça va dégrader donc premièrement l'intestin, donc ça va créer des situations de porosité intestinale qui sont la mère de tout un tas d'autres déséquilibres, et notamment ça peut aller jusqu'au déséquilibre auto-immun. D'accord? Les maladies auto-immunes, elles sont entre autres, il y a plusieurs facteurs, il y a des facteurs génétiques, mais on a vu aussi que c'était quasiment toujours concomitant, que ça partait d'une dysbiose intestinale. Donc déjà, ça nous prédispose effectivement à une forme de faiblesse et à une capacité du coup à faire rentrer beaucoup de choses. La dysbiose intestinale qui va aussi potentiellement en résulter, et la fatigue et des liquides qui sont de moins bonne qualité, etc., etc. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre potentiellement de rester dans des situations toxémiques trop longtemps. Et je pense que le mode de vie ayurvédique, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous fassiez forcément que de l'ayurveda, mais un mode de vie ayurvédique, c'est-à-dire un mode de vie où vous êtes en accord avec les lois de la nature, avec les saisons, avec vous, votre individualité, ça devient quelque chose de vital et d'essentiel. Autant avant, on pouvait, je pense, se permettre une forme de décalage puisque on pouvait rééquilibrer facilement.
autant maintenant, ce curseur d'exposition aux polluants est tellement haut qu'on ne peut plus tellement se permettre de rester aussi longtemps dans des situations de toxémie chronique, dans des situations de stress chronique, dans des situations de dysbiose chronique, dans des situations de porosité chronique. Et donc, je pense que le cadmium doit nous inviter à faire de notre santé notre priorité et à comprendre qu'effectivement, ce n'est pas, enfin, à envisager que la santé peut être la source de notre bonheur. Puisqu'en fait, ces mécanismes dans le corps de ce qui va venir nous animer va être complètement lié à ce qui se passe dans notre intestin. Et le fait, par exemple, de vouloir manger beaucoup de choses, de vouloir avoir des sensations fortes, de vouloir partir faire plein de choses et de pas forcément vouloir être en lien avec la nature, sont pour nous en Ayurveda le résultat d'une forme de toxémie. C'est parce que on a justement des émonctoires qui fonctionnent moins bien, on a du coup une qualité de sang particulière, on a un intestin qui contient des substances particulières, et on a vu que c'était, enfin aujourd'hui, il est démontré que ce que contient notre intestin conditionne notre état d'esprit. Et ça, c'est typique pour nous en Ayurveda d'une situation d'ama et d'une condition justement où la personne est un petit peu recouverte de toxines par exemple, c'est que on va vouloir consommer des choses qui ont un goût très fort parce que cette situation d'ama va créer des mucus, va créer de la colle et va venir faire ce fameux filtre blanc là qu'on a un petit peu sur la langue, ce dépôt qui fait un truc un peu épais, qui fait qu'on commence à moins bien goûter, qui fait qu'on commence à moins bien sentir et que du coup on n'arrive plus à simplement se nourrir du chant d'un oiseau, d'une pomme ou d'un légume simple. Et du coup, c'est ce qui va venir conditionner certains modes de vie, certaines habitudes, qui sont des habitudes qui vont entretenir la condition. Donc, le cadmium, c'est une super chose parce que effectivement, c'est dangereux, donc ça nous fait peur et ça nous pousse à se dire, ok, il faut peut-être qu'on envisage certaines choses. Et ça nous permet effectivement de revenir à l'essentiel, à la base, qui est la santé et qui est le bon sens. C'est-à-dire, ok, est-ce que là, ma vie est en cohérence avec qui je suis, avec la nature, avec les saisons, et de le faire dans un souci de prévention de santé, c'est une bonne chose, mais c'est surtout de comprendre que de faire ça, c'est aussi la source de notre réalisation, de notre accomplissement, selon l'Ayurveda. Alors, effectivement, du coup, le fait d'aller gérer AMA, et je ferai peut-être des vidéos pour vraiment expliquer comment est-ce qu'on fait pour gérer AMA, me semble intéressant. Maintenant, dans les solutions, pour terminer un petit peu cette vidéo, on va parler aussi de certaines approches que beaucoup de naturopathes, beaucoup de personnes peuvent conseiller et par lesquelles on peut être tenté. Il existe aujourd'hui beaucoup de protocoles pour venir se nettoyer des métaux lourds, pour venir chélater, on appelle ça la chélation ou la chélation des métaux lourds, qui consiste en fait à utiliser des substances qui vont déloger un métal lourd des endroits dans lesquels ils étaient stockés dans le corps pour venir effectivement essayer de les évacuer. Ce concept en Ayurveda, il est assez intéressant il est assez intéressant d'avoir le point de vue de l'Ayurveda dans ce type de protocole, qui est un protocole qui est considéré comme interventionniste, même si ça peut être utile, se dire ah ok, si j'ai beaucoup de métaux lourds potentiellement, eh ben ça va être super d'utiliser des plantes qui vont me permettre justement d'aller déloger ces métaux lourds-là. Donc par exemple, on peut utiliser des protocoles à base d'huile essentielle de coriandre ou de coriandre à très haute dose, parce que c'est une substance qui va effectivement permettre ça. On peut utiliser aussi d'autres plantes qui permettent de faire ça. Mais le truc, c'est que si par exemple vous êtes effectivement déjà contaminé par un métal lourd, et si le métal lourd il a commencé à pénétrer dans votre organisme, le fait que ce soit quelque chose qui ne sert pas au corps et qui va potentiellement le détruire et qui l'irrite, c'est extrêmement fatigant. Donc déjà, le temps que le métal lourd se dépose, ça veut dire que quand même en amont, les émonctoires que sont le foie, les reins, l'intestin ont quand même déjà essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient pour l'évacuer, l'expulser. Donc quand vous êtes malgré tout ça quand même contaminé par un métal lourd, vous êtes en général dans une situation où la vitalité elle est assez faible et que en plus le corps il continue à fonctionner, il continue d'avoir des saisons, il continue d'être exposé à des virus, continue de manger un peu trop ou pas assez et du coup vous êtes dans un mode de vie où en général quand il y a contamination avérée, la vitalité est à plat. Et si vous commencez à faire des protocoles qui déchargent, qui remettent en circulation des choses que le corps n'a déjà pas réussi à traiter, vous risquez souvent d'épuiser le corps. Donc ce qu'on conseille de faire plutôt en Ayurveda,
c'est de pratiquer donc ces mesures de prévention qu'on a vues, hein, limiter l'exposition, consommer des aliments qui vont vraiment nous nourrir, gérer justement cette notion de toxémie, respecter sa digestion, etc., etc. Donc ça va être des mesures effectivement qui sont importantes. Et ensuite, ça va être d'aller utiliser toutes les mesures qui vont permettre au corps de venir faire ces nettoyages à la hauteur de sa vitalité. Donc, une de ces mesures qui est bien connue, c'est le jeûne. Le jeûne permet effectivement, par l'arrêt d'un apport alimentaire, de mobiliser l'ensemble de l'énergie du corps au processus qu'il n'a pas le temps de faire en temps normal. Le jeûne en Ayurveda, il n'est pas conseillé pour tout le monde, il n'est pas conseillé dans n'importe quelle saison, et tout le monde n'est pas éligible à ça. Et pour ça, on a aussi d'autres mesures en Ayurveda qui permettent effectivement d'aller accompagner des nettoyages en invitant le corps à certains mouvements. Et ça, par exemple, c'est le Panchakarma. C'est pour ça que le Panchakarma est très intéressant. C'est que c'est une mesure qui permet d'aller mobiliser le corps dans des évacuations et des mouvements qu'il n'a pas forcément l'habitude de faire à hauteur de sa vitalité, ou en tout cas avec des mesures post-nettoyantes qui vont renforcer la vitalité. C'est-à-dire que le but d'un panchakarma, c'est effectivement déjà de vous préparer au nettoyage, de vous nettoyer, et ensuite, après avoir été nettoyé, de vous renforcer. Et c'est pour ça que le panchakarma aujourd'hui, selon moi, il y a peu de gens qui sont éligibles à le faire parce que ça prend du temps et parce qu'on ne sait pas exactement comment est-ce que vous allez réagir et qu'on considère que pour un bon panchakarma, il faut minimum déjà 3 semaines, mais il faut le même temps de préparation et le même temps de repos. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui dans notre société de pouvoir garantir 9 semaines dans lesquelles on va avoir un mode de vie extrêmement restreint, on va peut-être pas sortir, on va peut-être pas pouvoir travailler comme on veut, il va falloir qu'on reste dans un même endroit. Donc, aujourd'hui, le panchakarma, même si c'est quelque chose de très séduisant, mais faire un panchakarma pendant 10 jours, prendre un avion pour aller en Inde et revenir après 10 jours, selon moi, soit si vous faites des vrais nettoyages, c'est dangereux, parce que derrière, vous n'avez pas les temps nécessaires pour venir récupérer, soit vous allez plus faire une cure bien-être et c'est super, mais ce n'est pas une mesure qui va aller très loin, parce qu'on n'a pas le temps forcément d'aller super loin en 10 jours. Donc, il y a ces mesures-là, mais je déconseille, en tout cas selon l'Ayurveda, d'aller par soi-même faire des processus de chélation très forts sans s'assurer effectivement déjà de la bonne santé des émonctoires et de savoir si notre corps est prêt à venir recevoir ce qu'on va venir remettre en circulation. C'est comme si vous étiez très 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 fatigué parce que vous aviez déjà commencé à nettoyer votre maison, vous êtes épuisé par terre et que vous dites bon, pour quand même aller mieux, je vais secouer mon tapis. Vous avez plein encore d'autres choses qui sont remises en surface, mais vous n'avez pas forcément l'énergie nécessaire pour aller renettoyer. Et derrière, ça va encore plus vous fatiguer parce que tout va être encore plus sale et qu'une toxine déstockée est des fois plus dangereuse et plus compliquée pour le corps qu'une toxine stockée. Donc, attention au processus de chélation. Enfin, on a quand même certaines plantes qui vont être intéressantes, et je vais quand même vous en donner une, qui peut être bien à utiliser puisqu'elle va être légèrement, effectivement, avoir une action de chélation, mais elle a aussi un apport nutritif. Cette plante, c'est la chlorella. La chlorella, c'est une substance que moi j'utilise assez souvent en prévention et en précaution, puisqu'elle a plusieurs avantages. Son avantage, c'est qu'elle a autant une action nettoyante qu'une action nourrissante. C'est pour ça que pour moi, la chlorella, je la considère un peu comme un rasayana, comme un peu le triphala quand on va le prendre sous certaines formes, par exemple mélangé à du sucre ou dans certaines doses. Voilà. Ça peut être effectivement des plantes et des substances qu'on considère comme nettoyantes, mais qui, quand elles sont bien prises, vont aussi permettre justement d'améliorer le processus nutritif du corps. L'avantage de la chlorella, c'est que du coup, elle est très riche, elle est très riche en chlorophylle notamment, et donc elle va venir commencer à favoriser l'oxygénation du corps, elle va nourrir le sang, elle va nourrir Rakta Dhatu, et aussi elle va permettre justement d'aller assainir l'intestin, assainir les liquides, et elle va permettre de faire des nettoyages assez légers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a aussi une action rééquilibrante du transit, c'est-à-dire que quand on consomme de la chlorella, on conseille de la prendre, de monter nos doses tant qu'on est constipé ou de les descendre quand on commence à avoir de la diarrhée, puisqu'elle va avoir cet effet, la chlorella, de grande rééquilibrante du transit. Donc ça, c'est une substance, si vous ne savez pas quoi faire et vous avez quand même envie d'ajouter des choses au fait de manger sain, manger frais, cuire à vapeur douce, respecter
votre digestion et les saisons, ça peut être quelque chose qui peut aussi être utilisé. C'est effectivement un peu interventionniste, mais pour moi, c'est sans gros risque majeur, à condition quand même, si vous avez des doutes, si vous avez une pathologie, si vous avez une particularité, de demander conseil à un expert en Ayurveda ou un naturopathe qui pourra effectivement vous guider dans la prise de cette substance qu'est la chlorella. Mais pour moi, c'est une substance quand même la plus intéressante et la moins risquée dans les substances chélatrices, parce que je voulais quand même vous en parler de certaines substances chélatrices, puisqu'elle va effectivement permettre d'aller capter certains métaux lourds, en tout cas ceux qui sont dans l'intestin, d'aller tout de suite les capter pour venir les évacuer. Donc, j'ai aucun partenariat avec eux, j'ai pas de code promo ni rien, je vous donne juste la marque de ce que moi j'utilise. C'est de la chlorella qui est cultivée sous verre, qui est de la marque Ichlorial, que j'utilise moi personnellement 1 à 2 fois par an et que je trouve très efficace et de très bonne qualité. Donc c'est une bonne substance, mais qui ne doit jamais remplacer les principes de l'Ayurveda et ce qu'on a vu, qui est une alimentation digeste. C'est-à-dire, c'est pas non plus la peine de se gaver de fruits et de légumes sous couvert que c'est plein de minéraux si vous n'êtes pas capable de les assimiler. Donc ce principe de digestion est essentiel et cette digestion est permise ou facilitée par l'utilisation de légumes cuits, d'épices, de substances grasses qui vont aussi favoriser un processus de lubrification. Et là, je vais vous inviter à vous référer à d'autres vidéos que je ferai plus tard sur l'alimentation, sur la digestion en Ayurveda. Effectivement, d'aller consommer les aliments les plus frais possibles, donc les plus riches en nutriments, les plus qualitatifs. Et franchement, l'augmentation aussi de légumes et de fruits va permettre par les fibres, les fibres vont aussi aider à capter les métaux lourds qui sont dans l'intestin. Enfin, ça va vraiment être quelque chose qui va être polyvalent, autant dans l'énergie, le côté digeste et l'impact sur les métaux lourds que les légumes vont avoir, ainsi que les fruits. Voilà, après, il y a tout un tas de méthodes. Voilà, les fruits, on évite de les mélanger, on les prend pas forcément après les repas. Voilà, c'est aussi ça devrait être développé dans d'autres vidéos peut-être, mais globalement voilà, revenir à une alimentation fraîche, à une alimentation de saison, une alimentation où vous connaissez la personne qui cultive ou vous-même vous cultivez. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui vont être très importants, le système nerveux aussi, votre capacité justement à garder une capacité de régulation nerveuse importante parce que c'est ce qui va conditionner tout l'équilibre acido-basique de votre corps, c'est ce qui va conditionner votre digestion, c'est ce qui va conditionner la capacité du corps justement à pouvoir gérer facilement des déchets ou pas, ou sinon quand vous êtes très oxydé déjà parce que vous êtes très stressé, vous avez déjà un milieu qui est pas bon et du coup, là, dès que le métaux lourd va aller sur ce milieu-là, ça va être plus difficile à gérer. Et bien sûr, la notion de saison et d'être en accord avec les saisons, donc d'aller s'alléger, faire des petites monodiètes au printemps, d'aller gérer sa chaleur en été, de faire des évacuations par le bas à l'automne, d'aller bien se nourrir, bien se reposer, moins voyager, moins bouger en hiver. Et toutes ces mesures déjà vont venir installer une vitalité de fond qui vont effectivement rendre notre rapport aux expositions, aux exposants, aux nuisibles, bien moins difficile à gérer. Voilà. C'était une longue vidéo avec laquelle il y avait pas mal de sujets. Je vais vous mettre pas mal de descriptifs et de choses pour approfondir dans la bio, avec tout un tas de concepts dont on a parlé, notamment des articles que j'ai écrits en collaboration avec Atma Singh qui les a corrigés sur le site Atma Bio. C'est des articles où moi je viens parler avec Atma des principes de l'Ayurveda et vous allez retrouver pas mal de notions de ce que j'ai expliqué. Et puis certains aussi faits scientifiques qui démontrent effectivement le rôle du DMT1, le lien entre l'anémie et l'exposition, et puis certaines substances aussi qu'on trouve voilà, dans nos aliments. Voilà, si vous êtes resté au bout, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que ça vous motive aussi à peut-être reconsidérer votre lien au vivant, votre rapport à ce que vous mangez, votre rapport à la nature, votre rapport au monde. C'est vraiment mon souhait en tout cas avec ces vidéos. Si vous avez envie d'approfondir, vous pouvez consulter mes différents réseaux. Et si voilà, vous avez envie de commencer à former avec l'Ayurveda, si vous avez envie aussi d'utiliser l'Ayurveda parce que vous êtes déjà thérapeute, professeur de yoga ou si vous êtes déjà thérapeute en Ayurveda, si ça vous intéresse, je propose une formation à partir de ce septembre 2026 sur l'Ayurveda pour aller justement étudier tous ces concepts en profondeur et pour pouvoir accompagner justement les gens à vivre une vie plus en accord avec leur nature et la nature.
Je serais très heureux d'avoir vos commentaires, je serais très heureux d'avoir vos retours. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la faire circuler. Voilà, c'est du contenu que je vous propose comme ça, qui est assez riche. Et bah, voilà, le petit retour pour moi, c'est effectivement de pouvoir avoir juste un petit commentaire ou un petit message en privé, des suggestions aussi, et puis bah, des partages si ça vous a plu. Merci, merci, merci.